Salut Raphaël. Salut Charles. Eh ben écoute, trop content d'enregistrer ce podcast avec toi. Bah écoute, ouais, pour une première, trop content de le faire avec toi. Première, bah écoute, l'idée c'est de faire une discussion, de revenir un peu sur tout ton parcours immobilier. Ce qui m'a un peu alerté, c'est hier, on remercie d'ailleurs Astrid au passage, Ouais. qui nous a envoyé tout ton tableau Excel de toutes tes acquisitions et ventes. Et il y en a un paquet, il y a tout le détail. Et du coup, j'aimerais bien qu'on revienne sur ton parcours, sur comment tu es arrivé à faire autant dans l'immobilier ces dernières années, d'où c'est parti, comment la passion est venue, ton parcours en fait tout simplement pour pouvoir expliquer aux gens ce que quelqu'un est capable de faire quand il s'investit à fond et qui poursuit ses ambitions dans un secteur bien précis. Donc écoute, je te laisse te présenter et puis revenir un peu sur tout ça. Eh ben écoute, merci. Donc Raphaël Derry, 42 ans. Donc ça fait une vingtaine d'années que je fais de l'immobilier. Donc j'ai commencé, on va dire, pendant mes écoles. Donc école de commerce, bac plus 5. Et j'ai complété mon parcours avec un master 2 de finance de l'immobilier à Dauphine. Ok. Et tu as tout de suite commencé à travailler dans l'immobilier juste après, pendant, comment ça Alors s'est ouais, passé? donc moi j'avais besoin d'un peu d'argent, un peu comme tout le monde pendant les études, et j'avais un pote qui faisait de l'immobilier, et moi j'étais en école de commerce, comme on connaît les écoles de commerce, c'est très très c'est assidu, donc en fait on travaillait 2 jours et demi par semaine, et le reste du temps, je faisais des petits boulots. Donc j'avais commencé à bosser avec lui en tant que prospecteur foncier, j'allais lui dénicher des bonnes affaires pour que lui il opère en tant que marchand de biens. D'accord, donc lui, c'était quelqu'un qui avait ton âge, c'était quelqu'un de Ouais, c'était plus... quelqu'un de plus âgé qui bossait déjà Ok. et qui avait déjà une expérience dans l'immobilier qui m'a permis de me former finalement. D'accord, donc marchand de biens, on traduit pour tout le monde, c'est quelqu'un qui achète, qui revend de l'immobilier, qui fait une Exactement. marge et qui vit cette marge. Oui, c'est une opération d'achat-revente avec une plus-value éventuelle à la clé. Ouais, ok, ça marche. Et donc prospecteur foncier, donc t'essayais de lui trouver des bonnes affaires en fait. Exactement. Donc on remet un petit peu les choses dans leur temps. Ça veut dire qu'à l'époque, c'était 2006-2008. Mhm. On n'avait pas Internet, on n'avait pas trop des petites annonces. Bon, c'était souvent du papier, donc on allait souvent dans les agences immobilières. On prenait des journées entières de démarchage. On prenait notre petit Ok. sac à dos, notre bouteille d'eau et notre petit sandwich, et on allait taper aux portes des agences immobilières en leur demandant ce qu'ils avaient comme produit en portefeuille qui pourrait correspondre à notre critère de recherche de marchand de biens. Donc l'objectif, c'était de ramasser maximum d'informations, de laisser nos cartes de visite, parce que du coup, souvent, ils n'avaient pas le produit, mais ils nous rappelaient le lendemain ou le surlendemain. Et on allait souvent regarder les vitrines des agences immobilières, parce que à l'époque, c'était leur seul moyen de communication, à part les petites annonces qu'il y avait dans le Figaro et dans quelques supports papier. D'accord. Et au niveau de, tu disais, tu avais des critères bien précis. Comment tu sais, je sais pas, tu as genre 23 ans, comment tu sais ce qu'est une bonne affaire dans l'immobilier? Qu'est-ce que tu cherchais en fait? On cherchait des affaires avec du prix de foncier pas cher, finalement. Des Ok. opérations de succession, des opérations de marchand de biens. Ça veut dire qu'on allait on connaissait les prix de marché de chaque quartier, et on allait trouver des produits qui étaient à rénover complètement, à refaire, tout simplement. D'accord, donc du vraiment à rénover, c'était, ils faisaient pas, je sais pas, des divisions, ce genre de choses, c'était vraiment des biens Oui, à c'était travaux. du bien à travaux avec une plus-value à la clé après avoir fini les travaux. D'accord, ok, donc tu avais en tête, pareil, ton indicateur principal, j'imagine, c'était un prix au mètre carré. Prix au mètre carré, on avait le baromètre dans la tête. Ok, On connaissait très bien Paris puisqu'on sillonnait Paris du matin jusqu'au soir, et on savait exactement que le quartier, quel secteur valait. Donc souvent, on trouvait les bonnes affaires dans les agences qui n'étaient pas dans le même quartier. Donc, parce que voilà, ok, un exemple est le 18e arrondissement de Paris, qui est un des quartiers les plus compliqués en immobilier, parce qu'à une rue près, on peut atteindre les 15-20 000 euros le mètre carré, et à une rue en dessous, on peut être à 5 ou 6 000 euros le mètre carré. Il fallait connaître son quartier, il fallait connaître les rues, et sur des opérations comme ça, sur des quartiers comme ça, on faisait des super affaires parce que peu connaissaient un petit peu les valeurs. d'accord. Et toi, tu touchais une commission si jamais Exactement. il faisait son Ouais, opération ouais, je à touchais une petite l'acquisition, commission quoi. à l'acquisition, parce que ça me permettait justement de pouvoir payer mes études et mes sorties, on va dire, extra Steve. festives. Ok, ça marche. Et tu as réussi à lui trouver du coup Écoute, des ouais, opérations? Ouais. j'ai trouvé beaucoup d'opérations, il en a acheté pas mal, et à un moment donné, je me disais, c'est peut être cool comme métier. Donc j'avais fini mes études, et je commençais un peu à être plutôt pas trop mauvais dans la recherche foncière, et à un moment donné, je me disais, bon, faut que je commence un premier deal. Donc Ouais.
j'avais commencé à travailler en tant qu'agent immobilier justement dans le 18e, Ok. donc dans une petite agence. Et un jour, il y a un client qui vient me voir et il me dit j'ai 2 appartes à vendre. Et voilà, c'était la bonne affaire, on va dire. Ok. Donc, C'était pas trop cher. c'était pas cher, c'était des petits tickets. À l'époque, je crois que c'était aux alentours de 70 000 euros, donc bon, un peu, on va dire, abordable. Ok. Et j'avais mis un peu d'argent de côté, j'avais commencé à faire une première acquisition. Et à ce moment-là, je cherchais aussi à me loger, donc j'ai dit, bon, bah, pourquoi pas, je démarre sur une opération résidence principale avec une plus-value à la clé, et ça a démarré un peu comme ça. Ah oui, donc tu achètes les 2 appartements résidence principale Voilà. en te On disant a fait un grand. je vis dans un et je Non, revends j'en l'autre. avais fait un grand, Ok. un bel appart, et derrière, gros travaux. Et j'ai vécu là-bas, je crois, 1 an et demi, 2 ans, et j'ai revendu. Ok. Et pas de taxe sur la plus-value, Ouais, donc résidence zéro taxe sur la principale. plus-value, résidence principale et super plus-value à la revente, puisque bon, j'étais bien placé pour acheter. Ouais. Et pas de problème pour avoir un financement auprès de la banque juste après Non, les ça études. allait, ouais, ça allait, puisque j'avais déjà commencé à travailler, j'avais mes fiches de paye d'agent immobilier, donc Ok. bon, c'était pas des gros salaires, mais ça permettait déjà d'emprunter. Ouais. Donc c'est ça qui t'a lancé. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de marchands de biens qui ont Ouais. commencé en fait par un achat-revente de RP. Oui, c'est Et ça, puis, parce que du coup, déjà, ça te permet de ne pas avoir la plus-value et ça te permet d'avoir un plus gros, on va dire, reste à gagner et pour réinvestir derrière. Donc, c'est vrai Ouais. que c'est une des plus belles opérations, on va dire, à faire quand on est encore jeune et qu'on peut déménager assez facilement. Ouais, bien sûr. Ok. Donc tu gardes 1 an et demi, tu revends et du coup en parallèle, tu es toujours dans cette agence? En parallèle, je suis toujours dans cette agence, je continue à travailler, je gagne bien ma vie. Et à un moment donné, je me dis, bah, il faut que je monte mon agence. Donc, je Ok. quitte cette agence-là et je monte une agence immobilière avec un de mes associés. Ok. Trop bien. Où ça? La première était dans le 19e arrondissement, à côté des Buttes-Chaumont. Ok. Donc local avec pignon sur rue, Le agence local, classique. on l'a acheté finalement, puisqu'en fait, Ok. on s'est dit qu'on ne voulait pas être locataire. Ok. Donc, on a acheté un petit local qui faisait, je crois, à l'époque 25 mètres carrés, en face des Buttes-Chaumont, trop sympa. Ok. Et on se dit, ben, au lieu d'aller payer un loyer, ben, on va devenir propriétaire, hein, tant qu'à faire. On fait que les petits travaux et on s'installe. Ok. Et vous faites transaction, location, gestion? Plutôt transaction. Transaction. On n'a pas fait trop de location, on en faisait un petit peu pour les clients de l'agence. Et gestion, non, pas de gestion immobilière au début parce qu'il faut vraiment déjà être hyper calé et avoir surtout un gestionnaire à disposition à l'agence avec une carte G. Bon, c'est un peu plus complexe. Ouais. Donc là, on est aux alentours de 2010, quelque C'est chose ça, comme ça? 2010-2011. Ok. Ouais. 2010-2011. T'as cette agence. Ça marche bien? Écoute, franchement, ouais, on a, je crois, 4 personnes avec nous. Ça Ok. tourne bien et on a aussi envie de s'agrandir. Donc, du coup, on rachète une agence immobilière dans le 11e et on commence à devenir, on va dire, un peu plus grand. On commence à avoir une agence qui doit faire dans les 100, 150 mètres carrés avec une quinzaine de personnes. Ah ouais, ok. Beau business. Ouais. Et transaction, Transaction. vraiment habitation. Habitation classique. Ouais. Ok. Donc, on avait un business qui était super bien rodé parce que on allait beaucoup en banlieue, donc banlieue parisienne, Ouais. et on allait chercher des on va dire, première acquisition de RP Ok. pour eux, et on les accompagnait surtout sur le financement. Donc en fait, dès que tu avais 2 fiches de paye et que tu avais plus de 3 mois d'ancienneté, tu venais nous voir, on te faisait une étude de financement, on avait des banquiers qui venaient au bureau, ils t'étudiaient ton financement, ils te disent bah écoute, toi avec ton financement, toi et ta femme, tu peux acheter pour 200, 300, 400 000 euros d'appartement. Et on faisait des visites en fonction plutôt du budget que on va dire du client. On allait lui faire découvrir des quartiers, on lui vendait comme ça pas mal de biens. D'accord, donc tu as réussi à faire en sorte que des banquiers, genre banquiers classiques, Ouais, classique. CIC, SD, enfin j'en sais rien, de banques classiques, ils venaient dans ton Ouais, agence parce qu'on immobilière. avait quand même dans une journée une trentaine, une quarantaine de dossiers. Hein. Ah ouais. C'était la bonne période. Les banques prêtaient quasiment à 110%. Donc, dis-toi qu'on n'avait pas besoin d'avoir 1 euro sur le compte. Ouais. Il fallait 3 fiches de paye, une ancienneté, et tu allais acheter ta résidence principale. Donc, il ne fallait pas. Tu vois, les gens, même s'ils n'avaient pas un peu de sous, c'est pas grave. Les frais de notaire étaient quasiment tout financés, les travaux étaient financés. C'était vraiment une des très très belles périodes de l'immobilier. Ok, donc cette agence tourne bien et en parallèle, tu commences à faire des deals marchands? Alors en parallèle, moi j'ai toujours continué à acheter, donc Ok. à acheter pas mal de petits studios, donc on
On avait fait des acquisitions pas mal dans le 19e, 11e, 12e. On était beaucoup basé dans l'Est. Ouais. Donc pas mal d'opérations d'investissement classiques avec petits locataires, studio. Vraiment rien d'exceptionnel en marchant bien. Mes premières opérations, elles sont venues plutôt après. Ok, d'accord. Donc là, pour l'instant, t'achetais, tu gardais Exactement. sur des petits appartements Petits et sur des appartements avec- secteurs, on va dire, les arrondissements qui étaient un peu qui sont même toujours Ouais, les moins chers c'est de les moins chers Paris, de Paris, mais avec les meilleurs rendements, puisque avec les meilleurs rendements, bien sûr. on arrivait à avoir des rendements aux alentours de 10% sur des studios, ce qui était Ah quand ouais. même à l'époque Ah ouais. exceptionnel. Ah ouais, quand même. Mm. Ok. Et tu louais en nu Ouais, à l'année. en nu à l'année à des étudiants, des personnes qui cherchaient à se loger. D'accord. C'était pas trop démocratisé la location meublée à l'année à l'époque Non, pas peut-être trop. Ouais. Non, il n'y avait pas d'avantage LMNP, mais c'est venu un petit peu. Ouais, je pense que c'était le début. C'était le début du LMNP. Ok. Donc tu continues ton agence. Bon, moi, Et je après continue mon agence, ça marche plutôt bien. Et on commence à grossir. Et à un moment donné, bon, bah, je me dis, c'est pas vraiment pas ce que je veux parce que, en fait, on faisait trop de social, trop d'humains, énormément de personnes autour de nous à gérer. Et ça devenait un peu trop gros. Donc, j'avais envie d'avoir une structure beaucoup plus petite, Ok. à taille humaine. Et j'avais envie de me focaliser aussi dans le marchand de biens parce que. Quand tu bosses et que tu gères autant de personnes, tu n'as pas le temps d'aller chercher des opérations pour toi. Ok. Ouais, donc tu t'es dit que ce serait à la fois moins de gestion, plus de tranquillité d'esprit, Voilà, plus et de en même temps que tranquillité. financièrement tu t'y retrouverais, quoi. Bah, financièrement, on gagnait bien notre vie, mais bon, faut comprendre qu'en France, quand tu gagnes bien ta vie, tu en laisses énormément Bien et sûr. il faut payer tout ce monde. Il y avait une répression financière et on était aussi à un moment donné où les lois commençaient à arriver sur les petites surfaces, ils commençaient à un peu limiter les locations. Enfin, il y avait vraiment tout un changement, on va dire, de cycle immobilier où tu te disais, bon, ben, faut peut-être essayer de trouver autre chose. Et c'est là un peu où j'ai découvert l'immobilier commercial parce que il y a un des propriétaires qu'on connaissait qui vendait 3 petites boutiques un peu partout dans Paris et qui nous l'avait proposé à la vente. Et je me disais, bon, ben, pourquoi pas tenter le truc. Et j'ai commencé à acheter cette typologie d'actifs. Ok. Des boutiques qui étaient déjà occupées? Non, elles étaient vides. Elles étaient vides, Ok. mais on avait les anciens loyers. C'était hyper intéressant. On s'est dit que on allait les rénover et les remettre en location. Donc moi, avec mon associé, on l'a fait. Et on s'est débrouillé système D. On a cassé les murs, on a remis des locataires et là, on a compris que ça allait vraiment être notre business principal parce que c'était hyper intéressant. Tu voyais déjà, en fait, à cette époque, via tes studios, via tout ça, les galères de l'immobilier résidentiel? Ah oui, les galères et surtout les changements juridiques parce que on est passé du studio 9 mètres carrés au 20 mètres cubes, du 20 mètres cubes après au minimum de surface de 14 mètres carrés. Bon, on n'avait pas les DPE à l'époque, mais ça arrivait après. Donc il y a eu pas mal de changements et surtout des locataires, ils prenaient pas soin des logements, des rénovations à répétition, des galères de plomberie, d'électricité. Bon, voilà, on connaît un petit peu tous le problème de l'immobilier d'habitation. Ok, donc après, tu as touché au commercial et t'es plus revenu sur de l'habitation, quoi. Après, oui, le commercial, ça a été plutôt une révélation parce que je connaissais pas du tout. Et j'ai trouvé ça hyper simple, hyper facile de le faire. Et d'un point de vue, on va dire, scalabilité, je me disais que tu pouvais avoir un gros patrimoine parce que bon, ben, tu n'avais pas de gestion derrière, pas trop de gestion en back-office. Donc, tu pouvais en avoir beaucoup. Ok, parce que tu voyais que en fait, les limites à avoir un gros parc, pour toi, c'était principalement la gestion des locataires. C'était pas tant que ça de trouver des bonnes affaires, d'avoir les financements, etc. C'était vraiment là, tu t'es Il y dit, a, je pourrais pas avoir trop de lots d'habitation, ce serait ingérable, quoi. Il y a la gestion des locataires et il y a aussi le problème de l'apport et des financements, parce qu'on commençait à durcir vachement les financements. Ouais. Là, dans l'immobilier commercial, on avait souvent zéro travaux à faire. On avait les locataires qui nous déposaient des dépôts de garantie. Donc, des fois, on avait 6 mois, 1 an d'avance. Donc, ça nous permettait de prendre ce cash, des fois de les mettre en apport sur Ah oui, les opérations. ok, ouais. Voilà, donc on avait plein de choses où on se disait, ben, on va essayer de développer ce business-là parce que il y avait énormément d'avantages. Ouais. Et du coup, ton habitation, tu fais quoi? Tu les gardes, tu les revends? Alors, au début, j'ai gardé et après, rapidement, je me suis dit, bon, on va revendre. L'immobilier avait vachement monté. Les prix avaient doublé quasiment sur ce qu'on avait acheté. Donc, on a dit, on vend, on fait des plus-values et on réinvestit ailleurs. Ok, donc à ce stade-là,
tu revends ton agence, t'arrêtes ton agence. J'ai revendu mon agence Ouais. et je me suis mis à fond dans un petit bureau en acquisition marchand de biens. Ok. Marchand de biens pour gagner ta vie. Et à côté, investissement immobilier Exactement. patrimonial en commercial, quoi. Exact. Ok. Ça a été un vrai switch. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Et marchand de biens, t'as pas de problème à te faire financer, tu trouves des belles choses à acheter encore alors que l'immobilier était monté à Paris? Alors, marchand de biens, il y a plusieurs opérations qui ont été intéressantes. C'est des opérations souvent de division. Donc, Ok. il y avait pas mal de locaux commerciaux qui se vendaient avec des appartements en étage. Et des fois, voilà, avec un peu de chance et un peu de travail, on arrivait souvent à découper, revendre les lots d'habitation qui ne nous intéressaient pas et garder les commerces, des fois pour quasiment zéro ou voire une petite valeur. Donc, on arrivait à trouver des opérations qui étaient super rentables avec des plus-values hyper intéressantes. Et ça nous permettait du coup d'aller rapidement sur d'autres opérations et on enchaînait puisque les gains étaient énormes. Ouais. Tu peux donner un exemple un peu chiffré de ça, Oui, à une l'époque, petite donc moi, ce opération? que j'avais fait sur le 18e, toujours, parce que c'était un de mes quartiers fétiches, où Ouais. j'avais acheté un local commercial en bas et l'appartement du dessus. De mémoire, je crois qu'en revendant l'appartement, ça m'avait payé quasiment 100% de l'opération. On parle Ok. d'un gain de 400 000 euros, quand même, donc sur une opération achat, Ouais. donc des deux, revente de l'appartement quasiment au prix du global. Donc en gros, t'achètes, si je résume, le rez-de-chaussée commercial avec l'appartement au premier étage pour 400 000 euros. T'arrives à revendre le premier étage pour 400 000 Exactement. euros et t'as le local commercial gratuit, donc Quasiment les loyers gratuit, qui sans compter rentrent. les frais. Ah ouais, c'est Et top. derrière, du coup, ça me permet d'aller voir la banque en leur disant bah, j'ai un local qui est quasiment payé, faites-moi derrière un refinancement Ok. et je récupère à ce moment-là du cash parce que si tu le revends, tu te fais massacrer en plus-value, Ouais. donc c'est pas intéressant. Et tu vas te faire refinancer sur cette base-là avec un loyer en face. La banque, elle prend une garantie sur le bien Ouais. et derrière, tu as du cash pour travailler derrière et refaire des investissements. Ah, c'est beau. Et techniquement, pour faire ça, au-delà des travaux pour séparer, j'imagine il te faut des Ouais, il autorisations, y a il des faut... accords de copro, il y a des autorisations de division. Des fois, c'est le même lot de copropriété, donc il faut passer en AG pour leur demander l'accord de diviser, faire passer un géomètre. Souvent des travaux, voilà, comme tu dis, de division, de création de compteurs. Enfin, Ah, il y a un peu de boulot il y quand a un même. peu de Il y a boulot, un ouais. peu de boulot, On n'est pas j'imagine. magicien. Il te faut aussi pour ton appartement du premier étage qui est souvent relié à la boutique, il faut que tu aies une porte de cet Oui, appartement qui donne sur les parties exactement. communes. Donc ça, c'était un petit peu déjà le cas. Mais parfois, oui, tu dois ouvrir des portes qui sont anciennement condamnées ou créer carrément des ouvertures sur les parties communes du premier étage. D'accord. Ok. Waouh. Et donc, ces boutiques-là, tu t'en achètes de plus en J'en plus, achète de plus en t'essaies de pas plus. revendre, t'essaies de les Je revends garder. pas parce que c'est souvent un peu la marge et c'est souvent ce qui va faire que financièrement tu vas être hyper solide parce que les banques voient que tu rentres énormément de loyers mais tu vas pas avoir beaucoup de crédit en face donc tu vas te permettre d'avoir un cash flow hyper positif Ouais. et ça comme ça tu vas essayer d'en faire un maximum pour pouvoir créer une vraie foncière et avoir derrière une solidité financière pour la banque. Ok. Et niveau gestion, t'arrives à combien de lots de boutiques? Je sais pas, au pic ou à l'heure actuelle? Après, ça dépend, puisque c'est des opérations en général de division, donc marchand de biens. On peut en faire en moyenne, on va dire en même temps, une dizaine ou une quinzaine. Après, tu peux rapidement être sous l'eau. Il faut avoir des équipes avec toi. Donc, si tu commences à vouloir être gros, il Ouais. va falloir te structurer avec des conducteurs de travaux, des personnes qui t'aident à aller dans les AG. Il faut essayer d'être Ouais. vachement carré. Donc, il faut un peu de personnel pour pouvoir développer une activité vraiment, on va dire, industrielle sur cette Ouais. partie-là. Et sur le marchand de biens, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de marchands qui arrivent à faire des petites opérations, qui font des petites divisions, etc. Mais j'ai l'impression que c'est difficile à scaler, à aller sur des grosses opérations, Ouais. sur des gros tickets, des gros montants. Forcément, c'est plus de risques, c'est des Alors, partenaires bancaires. Mais toi, je sais que c'est, tu l'as fait. Comment tu as fait pour monter sur des gros dossiers, quoi? on va dire que l'opération classique, le ticket moyen, elle est entre 200 et 500 000 euros. Et là, on a Ok. énormément de concurrence. Pourquoi? Parce que c'est des tickets où tout le monde peut aller s'endetter. C'est facile on va dire, à les faire financer et tu n'as pas besoin non plus d'avoir un apport énorme. Entre 500 000 et 3 millions d'euros, tu commences à avoir une tranche
de business où les gros vont pas y aller parce que c'est trop petit pour eux et les petits vont pas y aller parce que c'est trop gros pour eux. Et nous, en fait, on a pris une partie de faire ce genre d'opération où on allait sur des opérations entre 500 000 et 3-4 millions, où alors là, on n'était pas seul sur le marché, mais on avait une autoroute. D'accord. Et ce type d'opération, du coup, tu as des exemples? Enfin, je veux dire, ça représente quoi quand tu achètes entre 500 et 3-4 millions d'euros? Tu cibles quoi? Des Alors, petits tu cibles immeubles, des petits immeubles, tu cibles des locaux commerciaux que tu vas revendre à des utilisateurs, des bureaux, des gros plateaux que tu vas revendre à des médecins. Tu vas trouver des utilisateurs de locaux pour, on va dire, des architectes. Enfin, il y a énormément d'opérateurs derrière ou d'investisseurs qui vont te racheter tes locaux une fois que tu vas remettre en location avec un rendement. Donc, ta cible, c'est de te dire, voilà, tu as une opération, tu l'étudies pour un plan A et tu as toujours ton plan B parce que tu pourras peut-être ouvrir éventuellement une autre porte pour diviser le local, pour vendre si demain matin l'opération elle se porte pas bien. Donc il faut toujours étudier une opération et pas avoir une sortie unique. Ce qu'on disait, tu vois, pour un exemple dont tu m'avais parlé sur Bordeaux, tu me dis, il y a un locataire, il paye, il est là, ça fait 30 ans. Ok, mais demain il n'est pas là, qui va venir et qu'est-ce que tu vas en faire? Et là où il faut être visionnaire, c'est pas s'arrêter sur aujourd'hui, mais c'est voir demain et quelles sont les opportunités et les solutions que tu vas avoir sur des opérations à très long terme. Ouais, donc tu es obligé d'anticiper à fond parce que tu n'as pas envie d'avoir un local, un dossier qui te reste sur les bras, en fait, que tu n'arrives pas à sortir ou à louer, quoi. Une fois que tu as fini ton OP, tu as envie de passer à autre chose. Donc, réellement, tu peux le garder en patrimonial, le faire refinancer, mais c'est pas trop l'objectif. L'objectif du marchand de biens, c'est de revendre et de passer à autre chose. Ouais. Et là, on a le marché qui s'est quand même pas mal retourné. Enfin, on va dire il y a 3 ans, quelque chose comme ça. On était sur un marché avant avec des taux d'emprunt autour de 1%, avec des apports assez faibles, avec beaucoup de gens qui achetaient et beaucoup de transactions en France. Ça a un peu, même bien, switché, avec des taux qui sont arrivés très vite à 4%. Les banques qui financent moins. On est passé de, je crois, 1 250 000 transactions par an à 850 000. Forcément, un marchand de biens qui a pas mal acheté à ce moment-là et qui derrière se retrouve à devoir sortir dans un marché où il y a beaucoup moins d'acheteurs, j'imagine c'est compliqué, quoi. Oui, alors c'était un flair et un pari. Nous, quand on a démarré la période, on va dire, de crise il y a 3 ans, on s'est dit on va essayer de baisser les prix avant tout le monde. Donc qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris notre tableau de patrimoine, de produits à vendre, et on a pris les marges et on l'a divisé par de la marge en disant le prix, on va rapidement le baisser avant que le marché baisse les prix. Donc en fait, on a anticipé cette baisse-là, ce qui a fait que sur tous les produits qui ne seraient pas sortis aujourd'hui, elles sont sorties avant crise. Donc on a vraiment réussi à se dire, mais il faut se faire mal, et il faut se faire violence en disant, c'est pas grave, sur cette opération, j'ai pas gagné ou j'ai peu gagné. Par contre, je récupère mes comptes courants, je récupère mes apports, et je vais réenquiller derrière sur ces opérations. Un marchand de biens, c'est un épicier, il faut qu'il comprenne que parfois il y a des pertes, et dans ton stock, quand tu as un magasin, une épicerie, tu ne gagnes pas à tous les coups. Parfois, tu as des invendus, parfois, tu as des pertes. Donc, il faut comprendre que c'est un métier où il faut être très agile, très rapide, anticiper le marché, comprendre qui est ton acheteur ou ton utilisateur final et comment tu vas rapidement trouver des solutions A, B, C pour sortir de ton produit. Il ne faut pas rester encore une fois, sur des mono-utilisateurs ou mono-investisseurs. Il faut vraiment que tu aies 2-3 solutions de repli derrière. Ouais. Ok. Tu as un exemple d'une opération de marchand que tu as faite, je sais pas, récemment, ou soit quelque chose d'assez classique que tu fais habituellement, ou peut-être un dossier un peu marquant, enfin un truc... Sur le 2e arrondissement de Paris, en fait, on était rentré sur un tiers d'un immeuble en copropriété, donc avec des lots diffus dans l'immeuble. Donc on avait rez-de-chaussée, premier étage et 2e étage, et on avait plusieurs locataires à l'intérieur, etc. Et on a appris, en achetant ce local et ces locaux, que les 2 tiers de l'immeuble appartenaient à la même famille, puisque c'était une succession à l'époque. Donc ce qu'on a décidé, mais on va dire au fil de l'eau, c'est de se dire on va essayer donc de créer de la valeur sur un bloc entier. Et on a au fil de l'eau racheté tous les autres copropriétaires, recréé quasiment tout l'immeuble, et ça a pris on va dire 5 ans, mais créé, donc on a travaillé toutes les évictions avec les locataires en place, donc tous les locaux étaient vides. Et à peu près sur 1000 m², on s'est retrouvé avec un bloc
rez-de-chaussée jusqu'au 5e étage, vide, avec des plateaux nus, qu'on a revendus à un utilisateur. Donc ça, c'est des opérations qui sont très longues. Ouais. À côté de ça, voilà, on a eu des opérations hyper courtes, quand en 6 mois, 1 an, tu déboucles parce que voilà, tu rachètes. À l'époque, il y avait une grosse tendance sur la location saisonnière. Tu déposais ta DP et tu avais une autorisation, tu faisais tes travaux de location saisonnière, tu faisais tourner 2-3 mois et tu revendais avec un rendement. Donc ces opérations-là, qui étaient très rapides, sont aujourd'hui quasiment nulles elles n'existent plus. Faut être clair. Okay. Aujourd'hui, chaque opération dure entre 12 mois et 24 mois au minimum. Il y a des opérations beaucoup plus longues, mais il faut prendre le temps, il faut calculer tes frais financiers en fonction de ton opération. Il ne faut pas être optimiste comme on pouvait être à l'époque, si on savait que le marché était explosif. Il faut prendre le temps, il faut vraiment bien calculer et surtout se dire que si ça dure, c'est pas grave. Je l'ai anticipé et j'ai pris ça en compte dans mon acquisition. Donc c'est pour ça que les prix d'acquisition aujourd'hui, elles sont à 30, 40, 50% moins chères que ce qu'on payait il y a 3 ans, parce qu'on sait que ça va durer, quoi. Ouais, d'accord. Juste pour revenir sur un détail, quand tu parlais d'éviction de locataires, en fait, tu prévois dans ton business plan qu'il va falloir que tu récupères les biens vides. Et donc, du coup, tu prévois un budget de chèques à donner à des locataires pour leur proposer de partir. Oui, bien sûr. On a des budgets d'éviction qui sont alloués depuis le départ de l'opération avec les banques. Tout est transparent. Et on sait à peu près, parfois plus, parfois moins, ça dépend du locataire, mais on sait à peu près combien on va leur donner pour qu'ils partent. D'accord. Ok, waouh. C'est dense et ouais, grosse opération. Pour en revenir un petit peu sur l'immobilier commercial. Du coup, de manière patrimoniale, tu gardes que ça? Je garde que ça. Ultra exposé là-dessus? Ouais. Ça te fait pas peur d'être sur une seule classe d'actifs? Non, parce que c'est une classe d'actifs qui est quand même hyper variée, parce qu'on a beaucoup de typologies de locataires, on a beaucoup d'emplacements différents, on n'est pas vraiment hyper exposé. Bon, on est exposé au commerce, mais de toute façon, je pense que toi, tu vas faire quand même tes courses quelque part, donc à un moment donné, il va bien falloir que tu ailles manger, ou tu ailles t'habiller, et que tu ailles faire tout ce qui est bien-être, etc. Donc, on a des tendances de marché, on a des évolutions de loyer, on a des évolutions de quartier, il faut suivre tout ça. Mais aujourd'hui, tu peux être 100% commerce sans être 100% risque. Il faut peut-être avoir une diversification si tu l'as envie, mais si tu n'as pas envie, tu peux être 100% commerce avec des emplacements ultra prime et ultra quali. Hein. D'accord, ok, oui, donc tu te sens sécurisé pour autant. Moi, en fait, c'est que quand je parle d'immobilier commercial autour de moi, on voit que c'est quelque chose qui n'est pas bien maîtrisé. Déjà, on peut peut-être faire une petite introduction. Est-ce que tu peux expliquer la différence entre des murs commerciaux, un fonds de commerce, une cession de droit au bail et un pas de porte? Les gens, ils confondent un peu tout, et c'est vrai que quand tu recherches même sur un portail type Le Bon Coin, t'as vraiment de tout, et donc tu sais pas toujours ce qu'il en est. Est-ce que... Ouais, bon, c'est facile. Le mur, les murs de commerce donc, sont, on va dire, au propriétaire qui, lui, va louer à un exploitant. Donc l'exploitant, du coup, a un bail avec le propriétaire. L'exploitant crée un fonds de commerce qui, un jour, va pouvoir être cédé à un nouvel exploitant qui va le racheter derrière. Donc, le pas de porte, c'est parfois, on va dire, un local qui a été rénové entièrement ou un emplacement assez exceptionnel où le propriétaire va demander un pas de porte pour rentrer dans les lieux parce qu'il estime que son local est super bien placé ou alors son local a été entièrement rénové et du coup, il veut un droit d'entrée. Mais ça se fait quasiment plus. D'accord. Par contre, on est souvent aujourd'hui à des loyers type à l'américaine, ce qu'on appelle à l'américaine, c'est-à-dire c'est des loyers 100% bruts avec 0 droit d'entrée et tu rentres, tu payes un loyer plutôt élevé, mais tu n'as pas besoin de racheter soit un pas de porte, soit aujourd'hui des fonds de commerce qui se vendent beaucoup plus rarement parce que les gens préfèrent acheter, on va dire, payer un loyer plus élevé que d'acheter un fonds de commerce. Et une cession de droit au bail? Alors, la cession de droit au bail, c'est exactement comme une cession de fonds de commerce, sauf que la personne rachète le droit au bail et l'autre côté, c'est l'activité. Donc, le fonds de commerce, par exemple, un restaurant, il va revendre la clientèle, il va revendre son matériel, il va revendre tous ses aménagements. Un droit au bail, tu peux revendre que le bail. Donc, ça veut dire que tu peux faire une autre activité à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est n'importe quoi. Si un restaurant, il peut devenir un magasin de chaussures, il ne va pas racheter un fonds de commerce, parce qu'il n'y a aucun intérêt d'avoir tous ces aménagements, toute cette clientèle-là. Donc, il va racheter le droit au bail, uniquement le bail.
Ok. Ok. Et donc, quand je parle d'immobilier commercial un petit peu autour de moi, bon, maintenant j'en ai un peu fait et je suis les pieds dans le plat avec Meilleur Acheteur, peut-être qu'on en parlera. Bien sûr. Euh, j'ai comment dire, deux problématiques qui reviennent, enfin deux inquiétudes des gens quand ils connaissent pas. La première, c'est de me dire, ah mais les murs commerciaux, le ticket d'entrée, il doit être élevé, non? Ouais. Et la deuxième chose, c'est, ah mais moi, je vois plein de boutiques qui sont vides à côté de chez moi. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bah, toi, la première question, tu peux y répondre déjà. Tu Oui, as fait quelques acquisitions aujourd'hui avec des tickets avec d'entrée des assez tickets bas. d'entrée assez bas finalement, avec des rendements assez élevés. Et tu sais aujourd'hui que tu n'as pas besoin forcément d'avoir 500 000 euros ou 1 million d'euros à mettre sur une acquisition parce que tu peux acheter des murs, je sais pas, je crois, à 150, 200 000 euros. Ouais, ah ouais, tout à fait. Le ticket, il est en fonction de la taille du projet. Tout simplement, tu peux avoir un petit commerce de 20 mètres carrés avec un super rendement ultra bien placé Ouais. dans les centres-villes. Et tu peux avoir des très grosses cellules beaucoup plus chères. Mais c'est toujours en fonction de ton budget. On peut te trouver en fonction de ton budget. Donc ça, là-dessus, le ticket, c'est pas un sujet. Après, la vacance locative, il y a un sujet qui appartient plutôt, on va dire, au quartier, à la rue et à la problématique aussi des investisseurs institutionnels. Donc je m'explique, c'est que 60 à 80% de l'immobilier commercial appartiennent à des CPI, au PCI. Donc c'est des grosses machines institutionnelles qui ont acheté pendant X années de l'immobilier commercial. Mhm. Elles ont collecté donc de l'argent auprès d'investisseurs qui ont investi dans les CPI et elles ont promis un rendement. Dans ce rendement-là, il y a un taux de vacance. Donc elles préfèrent ne pas être louées que d'être louées avec un loyer qui est dégradé. C'est le problème aujourd'hui qu'on a. Et aussi le problème de retournement de marché, le problème de changement de quartier, le problème de la ville de Paris, en l'occurrence que tu me parles de Paris, mais dans d'autres villes aussi, on a des quartiers qui mouvent, on a des rues qui deviennent à contresens. Il y a énormément de choses qui changent. C'est pour ça que on dit que l'emplacement, c'est l'emplacement, il restera toujours un emplacement. Quand tu as des emplacements super bien placés dans Paris, avec des rues qui bougeront jamais, en général, tu es plutôt tranquille. Mais c'est vrai aussi que, comme le cas de plein de rues, comme Boulevard Saint-Germain, comme la rue de Rivoli, etc., qui ont changé parce qu'il y a eu des changements de sens de circulation, parce que la circulation est plus possible, tu as vu rue de Rivoli, tous les magasins qui sont fermés, etc., on a des changements démographiques qui vont faire que, de toutes les façons, tu n'es pas à l'abri que ton commerce, demain, vaille moins cher. Donc, c'est un risque que tu prends, autant que tu as un rendement qui est aussi beaucoup plus important que ton appartement que tu vas acheter derrière. Donc autant l'emplacement, on dit toujours que c'est important quand on achète de l'habitation, mais pour du commercial, c'est encore plus important. De toute façon, il n'y a pas plus important. Donc il faut hyper bien connaître ton secteur, rue par rue, même Exactement. limite le début de la rue versus la fin de la rue, c'est pas pareil, On est à etc. 2 numéros près, à 3 numéros de près, sur le trottoir d'en face, au soleil, à l'ombre. Ouais, c'est vrai. Ça change. Hein. Ok. Et pour un investisseur qui du coup voudrait se lancer, faire un premier investissement immobilier déjà, toi tu irais sur du commercial ou tu commencerais par de l'habitation? Écoute, moi j'aime bien l'idée de commencer par le commercial parce que je pense que c'est pas forcément trop complexe quand tu es bien accompagné. Donc on sait faire avec notre startup Meilleur Acheteur, on accompagne énormément de gens et on les aide à démarrer là-dessus. Après, l'habitation, on a une idée de se dire que un jour ça pourrait être nos enfants qui habiteraient. Donc on a vraiment une idée de se dire c'est patrimonial. Demain, je sais pas, je déménage à l'étranger, j'aurai toujours mon petit studio, mon petit 2 pièces en pied-à-terre. Enfin, on a toujours une vision de se dire on achète de l'habitation, ça servira toujours, soit à titre on va dire locatif, soit à titre personnel. Donc je suis pas contre l'habitation. Et encore une fois, moi j'adore l'habitation et je suis fan de Paris et des super quartiers. Donc au contraire, tu vois, un super beau 2 pièces dans un quartier incroyable dans Paris, ça restera toujours une valeur pour moi de marché très forte. Et je pense qu'il faut en acheter. C'est pas forcément ce que j'irai acheter en premier, parce que ça nécessite énormément d'apports et très peu, ça offre très peu de rendement. Ouais. Par contre, tu peux commencer à acheter des choses qui te ramènent plus de cash et qui vont peut-être par la suite te permettre d'acheter des beaux patrimoines immobiliers. Oui, je vois bien ce que tu veux dire. Déjà,
investir, ça dépend des objectifs de chacun et c'est pas la même chose si tu veux acheter un bien, deux biens ou si tu veux en acheter 10, 50 ou 100. Mais donc forcément, dans ton parcours d'investisseur, dans le parcours d'investisseur de quelqu'un, au début, il faut du rendement. Parce qu'en fait, il faut pouvoir enchaîner les acquisitions. Pour enchaîner les acquisitions, si tu commences avec des biens qui rapportent pas beaucoup d'argent, tu vas vite être bloqué, ça va être Exactement. difficile. Il te faut un cash flow positif. Il faut aussi que tu aies un tiroir caisse derrière, parce que ton activité perso, que ce soit ton salaire ou ton activité perso, permet de pouvoir racheter derrière et de mettre de l'argent de côté pour avoir tes apports sur le prochain investissement. Donc, il ne faut pas oublier que derrière, tu vas être vite limité. Si tu commences à dire bah, je vais m'acheter un 2 pièces en plein centre de Paris à 13 000 € le mètre carré qui va te ramener 20 € le mètre carré en loyer, enfin, tu vois ce que je veux dire, tu vas pas tenir parce que tu vas rajouter tous les mois de ta propre poche. Ouais. Derrière, la banque, elle va te dire bah, c'est super, vous avez un bel appartement, mais vous devez tant à la banque et tant tous les mois à mettre en épargne. Donc, forcément, tu pourras pas aller plus loin. Et tu trouves des rendements meilleurs dans l'immobilier commercial. Et tu trouves des rendements meilleurs dans l'immobilier commercial et surtout des opportunités de pouvoir, bien entendu, avoir du cash flow positif, éventuellement de revaloriser des loyers parce que tu vas acheter avec des rendements bas ou des rendements peut-être de marché, mais tu peux avoir des belles surprises par la suite, ce qui va te permettre de réenquiller derrière sur d'autres opérations. Donc, il faut peut-être diversifier un portefeuille. Le début, c'est toujours le plus compliqué. Donc, se donner une ligne directive déjà de ce qu'on a envie, ce qu'on aimerait, et où on veut aller, puisque c'est important de se dire, bah, au début, c'est vrai qu'on a tous commencé sans savoir vraiment ce qu'on avait envie, on s'est dit on va en faire un, deux, trois, et on verra bien. Là, c'est peut-être un peu plus clair, on a plus de gens qui nous conseillent, et avec tout ce qu'il y a comme, on va dire, information sur Internet, et toutes les formations de l'immobilier, etc., tu peux rapidement comprendre et savoir ce que tu as envie. Ouais. Ok, donc tirer sur de l'immobilier commercial, même pour commencer, peut-être sur un local déjà loué. Peut-être, ouais, pour sécuriser le truc. Ouais, ça évite un peu d'aller dans l'inconnu et de se dire ah bah je pense que ça se louerait tant. Ok. Tu peux partir sur un bail qui est déjà en cours avec un locataire qui existe, avec un bon chiffre d'affaires. Ouais, tu peux essayer de sécuriser un maximum ton premier invest. Ouais. Donc, et en regardant à fond l'emplacement, le locataire, sa qualité, il y a des activités que tu conseilles, que tu déconseilles, enfin voilà, des locataires que tu aimes bien avoir ou d'autres où c'est un peu plus compliqué. Moi, je pense qu'il faut juste te projeter à un quartier que tu connais, peut-être. Ouais. Et si toi, demain, tu étais commerçant, qu'est-ce que tu aimerais faire là-bas, ou quel est le commerçant que tu vois, parce que ben, tu as forcément des gens que tu connais autour de toi. Ne pas hésiter à parler avec les gens autour de toi, même si des fois, tu as l'impression que c'est un peu secret et tout. Mais non, mais au contraire, il faut demander, il faut poser les questions, essayer d'aller voir les commerces avoisinants pour voir comment ça fonctionne. Et est-ce qu'ils sont contents du quartier? Est-ce qu'il n'y a pas forcément des baisses de chiffre d'affaires, etc. Donc, faut aller à la pêche aux infos. C'est pas aussi facile que l'habitation. Ouais, clairement. Clairement. Ok. Ok. Donc, immobilier commercial à fond. On vise quoi comme rendement? 6-7% pour commencer? 6-7%, c'est très bien. Ça te permet de mettre un apport, Ouais. on va dire de 15-20%, d'avoir un 80% de dette et d'être quasiment autofinancé. Ok. Ouais. Pourtant, tu vas te faire financer sur de l'immobilier commercial seulement sur 15 ans, non? 15 ans, mais ça te permet aussi d'avoir une échéance qui est quasiment égale à ton loyer, sachant que bon, tous les frais, toutes les charges et les taxes sont supportés par ton locataire. Ça, c'est vrai. C'est un truc qu'on n'a vraiment pas dans le résidentiel, au-delà de toutes les contraintes juridiques. C'est le côté, les charges, c'est le locataire qui les assume. La taxe foncière, même parfois. Souvent, ouais. Le bail prévoit que les taxes foncières soient à la charge du locataire, quand c'est bien fait. Ah ouais. Et elles sont, concrètement, elle est refacturée quoi, à la fin de l'année, ou elle est intégrée dans les charges peut-être? Tu peux faire diviser par 12 et essayer de lisser la taxe foncière. Donc ça te permet d'avoir, surtout pour le locataire, pour pas qu'il reçoive une grosse somme au mois d'octobre. Là. On va pas tarder à tous devoir les payer. Mais grosso modo, voilà, ça dépend des activités. Il y en a qui préfèrent les payer d'un coup. Sur la taxe foncière, Paris, on est un petit peu, on va dire pour l'instant, pas trop cher, même s'ils augmentent d'année en année. Donc c'est pas des grosses sommes. Tu as certaines villes ou certaines même banlieues parisiennes où tu peux te faire massacrer, quoi. Ah ouais. Ça peut te coûter très cher. Donc il faut appréhender
Et il faut essayer de la lisser peut-être sur 12 mois, comme ça fait un peu moins mal. Ouais, donc ça c'est un vrai truc à regarder sur un dossier, Bien le sûr. montant de la taxe foncière et si elle est charge bailleur ou charge Exact. preneur, quoi. Mm. Charge du locataire. Ok. Un petit mot sur meilleur acheteur du coup. Tu nous en as parlé meilleur pas mal. acheteur, donc ça fait 2 ans et demi qu'on bosse dessus. Donc on a réfléchi à se dire comment on pouvait accompagner les gens à investir dans l'immobilier commercial et à avoir déjà toutes les offres du marché et les meilleures connaissances possibles juridiques, techniques pour pouvoir appréhender, on va dire, leurs acquisitions. Donc là, meilleur acheteur, c'est récupérer l'intégralité du marché immobilier commercial. Ouais. Donc on l'a mis sur la plateforme. Et derrière, l'acheteur s'inscrit, fait ses recherches, fait ses sélections. Et nous, derrière, on est là pour conseiller, les aider à passer le cap et les aider à aller au bout de leur projet. D'accord, donc plutôt le profil des clients, qu'est-ce que c'est au final? C'est plutôt des particuliers, plutôt des pros? Ils sont déjà investisseurs, pas encore? On a pas mal d'investisseurs immobiliers d'habitation qui veulent switcher ou qui veulent diversifier. Beaucoup de professionnels parce que ils achètent assez régulièrement, donc ils veulent continuer à étoffer leur portefeuille. Mais c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est 50-50 aujourd'hui. Ok. C'est vrai que moi j'entends beaucoup le discours aussi de copains qui ont déjà commencé à investir, qui ont peut-être 1, 2, 3 appartes et qui se plaignent pas mal de toutes les contraintes, enfin de la gestion du locataire, des problématiques, des petits travaux, plomberie, entretien, etc. Voilà, des entrées-sorties quand ils font de la location meublée, Ouais. des petites surfaces, des colocations, etc. Colocation aussi, il y a pas mal d'entrées et sorties. Ouais. Ça tourne beaucoup. Il y a le sujet des DPE, le sujet des encadrements des loyers et des permis de louer qui sont présents dans de plus en plus de villes en France. Ouais. J'ai entendu parler d'encadrement des loyers envisagés pour les locaux commerciaux dans certaines villes. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Après, peut-être que c'est des lois, comme ils veulent nous en faire tous les jours, Oui. qu'ils envisagent de passer. C'est assez difficile d'encadrer des loyers commerciaux parce que c'est vraiment du gré à gré et on est en B2B, donc je pense qu'ils vont avoir du mal à le faire. J'ai vu juste passer une loi, enfin un projet de loi sur la taxe foncière, auquel ils voulaient éventuellement la passer charge propriétaire et plus charge locataire. Mais encore une fois, on est dans un contrat de gré à gré entre deux professionnels. Et si moi j'ai envie et je suis d'accord de payer, je ne vois pas pourquoi l'État ou n'importe quelle juridiction va me dire non, tu ne peux pas le faire, quoi. Donc ils vont peut-être rajouter et mettre des généralités, mais on pourra toujours avoir justement ce contrat entre nous qui pourrait prévoir ce qu'on a envie. Ouais. Ok, très clair. Le marché est un peu plus compliqué en ce moment. Pour autant, des transactions se font, des gens continuent à acheter. Bien sûr. Est-ce que tu as des exemples? Toi, tu as continué à acheter? Tu as fait des choses récemment? Alors moi, j'ai continué à acheter pas mal d'opérations de marchand de biens, achat-revente, surtout locaux commerciaux utilisateurs. Donc vraiment, type ce qu'on disait tout à l'heure, médecin, architecte, centre de santé. On a beaucoup de demandes sur tout ce qui est bien-être aussi, sport. Énormément de business là-dedans. On a des gens qui veulent continuer à développer leurs enseignes et qui veulent acheter. Donc on achète pas mal de locaux pour leur revendre. Et on a aussi toute la partie location saisonnière qui est beaucoup plus encadrée, où maintenant il y a des permis, ou alors toute la partie hôtellerie qui est très intéressante et qui ramène des rendements hyper élevés. Donc là-dessus, on peut y aller aussi. Beaucoup de demandes en hôtellerie et en location saisonnière sur toute la France. C'est vrai que dans les rues, souvent, on voit des murs commerciaux. En fait, il n'y a pas de boutique à l'intérieur. Il y a genre des stores ou des rideaux. Ouais, et en fait, c'est des Airbnb derrière. Ouais, c'est ça. Il y a eu une grande période, surtout ces 2-3 dernières années, où la mairie de Paris autorisait, avec les JO aussi, il y a eu pas mal d'autorisations qui ont été données pour faire de la location saisonnière sur des anciens locaux commerciaux dans des rues annexes. Donc ça a été fait, on va dire, en toute légalité. Hein. Et toi, t'en as et que t'as gardé? Ouais, bien sûr, mais ça fonctionne super bien. Après, on n'est pas en concurrence avec l'hôtellerie parce que quand l'hôtellerie va bien, des fois, la location saisonnière va mal. Je prends l'exemple du mois d'août. On a tous l'impression que le mois d'août, sur Paris, on va exploser les chiffres, mais en fait, finalement, les hôtels fonctionnent, mais le Airbnb, ça fonctionne pas. C'est pas du tout la même clientèle.
Ouais. Donc on a une clientèle totalement différente et c'est pas du tout le même besoin. On n'a pas la même cible de clients, donc on est sur totalement une clientèle qui a envie de se loger des fois pour pas trop cher et qui a besoin de beaucoup de couchage. La différence avec un hôtel où tu as une chambre en général qui est pour 2 ou 4 personnes. C'est pas mal parce que ça te permet de continuer à acheter des murs commerciaux, mais de te diversifier aussi. Parce que C'est du ça. coup, tu as à la fois des commerçants et puis aussi la partie hôtellerie qui. C'est vrai qui tourne. que ça tourne plutôt bien. Donc Paris, ça restera, et les grandes villes de France, ça restera toujours demandé avec les différents salons, différentes vacances, etc. Ça bouge bien. Parce que sur les murs commerciaux, en fait, si tu as l'autorisation de la mairie de Paris, tu peux les louer 365 jours par an. 365 jours par an. Ouais. Magnifique. Ouais, Magnifique. ça c'est vraiment. Il y en a eu très peu des autorisations, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est demandé et si on a à vendre, ça se vend très vite. Ouais, bah oui, ça a beaucoup de valeur parce que ça apporte beaucoup de rendement et que, oui, une fois que tu as l'autorisation, elle est à vie. Enfin, Ouais, elle est actée. Elle est actée. Elle est actée. Ok. Bon, bah top. Et donc ouais, toujours des acquisitions récentes. Même dans ce marché, tu arrives à trouver Bien des sûr, et opportunités. sur Meilleur Acheteur, on continue aussi à faire acheter nos clients. On a vendu pas mal de restos ces derniers temps dans toute la France. La restauration, ça fonctionne plutôt bien. Pas mal d'activités de service. On a du centre-ville sur des grandes villes comme Saint-Germain-en-Laye ou des plus petites villes. Voilà. Il y a des emplacements, on va dire, dans des axes hyper passants qui bougeront jamais Ouais. ou énormément de transactions qui se font. Donc, on a aujourd'hui beaucoup de demandes sur le centre-ville sécurisé avec un bail en cours et un bon locataire. Ouais. Non, mais je suis d'accord que même si le marché est compliqué, en fait, moi, ce que je dis souvent autour de moi quand on me demande, c'est que certes, la France est un enfer fiscal, mais ça reste je sais pas si c'est un paradis, mais il y a encore une bonne opportunité qui est quand même l'immobilier, puisque on est financé à taux fixe, on est financé sur des durées longues, avec des apports qui sont mesurés, on va dire, qui sont acceptables. Et ça reste un excellent moyen de créer du patrimoine en France, quel que soit le marché. Il y a toujours des opportunités à trouver, quoi. Oui, non, mais c'est certain. Il faut prendre les bons conseils et essayer d'être accompagné, encore une fois, par les bonnes personnes. Il faut se renseigner. Mais c'est des plus-values, on va dire, à la clé ou des loyers qui vont rentrer une fois que le crédit sera fini. Et finalement, tu n'as pas fait non plus un effort considérable, que ce soit financier ou d'investissement personnel. Donc, on a quand même, tu as raison, de la chance d'avoir cette opportunité en France de pouvoir investir là-dedans. Ouais. Ok. Bah écoute, Raphaël, je crois qu'on a fait un bon tour. Bah oui. Si les auditeurs veulent te contacter, comment ils font Écoute, meilleuracheteur.imo, donc la plateforme est ouverte, l'inscription est gratuite, on accompagne tout le monde. On envoie tous les renseignements, on transmet tout notre savoir et on essaye d'être les plus transparents possible pour accompagner, on va dire, les personnes de la meilleure manière. Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup, Raphaël. Merci à toi, Et au Charles. plaisir de rééchanger prochainement. On va se refaire ça très vite. Yes, ça marche. Ciao. Ciao.